Bien, eh bien, nous allons aborder maintenant l'anatomie fonctionnelle de l'épaule. L'épaule est le système articulaire qui s'est probablement le plus modifié au cours de l'évolution des espèces. En effet, sa fonction est passée de l'appui servant au déplacement à la suspension au stade de brachiation arboricole pour évoluer vers la préhension, la prise, permettant l'alimentation, le travail et surtout la fabrication d'outils et éventuellement le développement du cerveau et d'une partie de l'intelligence. L'épaule a évolué grâce à la libération de la fonction d'appui locomoteur. L'épaule associe 5 articulations, toutes plus ou moins utilisées dans le moindre de ses mouvements. L'articulation scapulo-humérale, la principale, synoviale, sphéroïde et une arthrose à 3 degrés de liberté. L'articulation sternoclaviculaire, synoviale, en selle, à disque, ménisque interposé à 3 degrés de liberté. L'articulation acromioclaviculaire, synoviale, plane, arthrodie, parfois à disque interposé à 2 degrés de liberté. La pseudo-articulation scapulothoracique, véritable cysarcose cellulo-adipeuse. Et enfin, en dernier, la bourse synoviale subdeltoïdienne, équivalent articulaire par le glissement de ces deux feuillets. La limitation de l'amplitude des mouvements d'une seule de ces 5 articulations rendra l'épaule moins mobile. C'est une articulation où la mobilité est bien plus importante que la stabilité, ce qui la rend fragile car très instable. En termes de pathologie, la luxation antéro-interne de l'épaule est la plus fréquente. L'épaule en fait subit peu de pression articulaire car le membre thoracique est suspendu. Il ne s'agit pas d'une articulation portante comme la hanche ou le genou, très souvent affectée par l'arthrose. Il y a donc par conséquent assez peu d'usure et donc peu d'arthrose. Mais l'arthrose scapulo-humérale est possible et nous en verrons des exemples. Sur le plan phylogénétique, eh bien, en fait, l'épaule s'est considérablement modifiée, on l'a vu, au cours de l'évolution phylogénétique. Et d'un humérus horizontal, chez le poisson, comme ici ce mammifère qui est un dauphin, il s'est progressivement sagittalisé, et on le voit parfaitement chez le lézard, pour ensuite se sagittaliser complètement chez le primate, qui passera à ce stade de suspension, après un stade d'appui, un stade de suspension arboricole, pour évoluer vers une libération complète, vers la préhension pure. Nous allons étudier successivement, comme d'habitude, les bases osseuses, les bases articulaires, puis les bases musculaires et nerveuses avant d'aborder la mobilité. Sur le plan des bases osseuses, la tête humérale est sphéroïde et représente environ une sphère de 30 mm de rayon avec une surface encroûtée de cartilage articulaire d'environ 60 cm². L'axe de la tête humérale regarde en haut, en dehors et légèrement en arrière selon un angle d'inclinaison cervico-diaphysaire de 130 degrés et en arrière selon un angle de déclinaison de 30 degrés. Cet angle de déclinaison est identique à l'angle de rétroversion de la tête car l'axe de l'épiphyse distale est dans le plan frontal. L'extrémité crâniale de l'humérus présente, on l'a vu, outre la tête, le trochin et le trochitaire, qui sont la petite et la grosse tubérosité, avec la gouttière intertubérositaire, dite bicipitale, où passera le tendon du long biceps, retenu par le ligament huméral transverse. On définit ainsi le col chirurgical en bas et le col anatomique au ras du cartilage. Il existe un effet de came au niveau de la tête humérale. Celle-ci présente effectivement un petit rayon central lorsque le bras est le long du corps qui deviendra un grand rayon en abduction, mettant en tension le ligament ventre-épaule et stabilisant en partie celle-ci. Cet effet de came est très important dans la mobilité de l'épaule. La scapula. La scapula glisse sur le gril costal par l'intermédiaire du muscle dentelé antérieur, grand dentelé ou serratus antérieur ou serratus major. Le muscle serratus major le sépare du gril costal et détermine ainsi dans l'espace interscapulothoracique 2 espaces, l'air intercératoscapulaire, l'autre intercératothoracique, qui seront autant de sarcoses cellulo-graisseuses. L'incisure coracoïde détermine le col chirurgical et on voit bien le col anatomique au ras du cartilage. L'angle supéro-interne, le bord spinal, l'angle
inférieur, qui est la pointe de l'omoplate, le bord axillaire, le tubercule glénoïde au sein de la cavité glénoïde avec les tubercules sus- et sous-glénoïdiens. L'angle supéro-externe qui intègre bien sûr l'acromion et l'apophyse coracoïde, avec l'articulation acromio-claviculaire. On le voit bien sur cette incidence de profil axillaire. Dans le plan horizontal, la scapulaire et la cavité glénoïde sont ainsi dirigées vers l'avant, on le voit bien, en haut et en dehors selon un angle d'antéversion de 30 degrés. Cet axe de 30 degrés détermine en avant et en dehors la flexion de l'épaule lorsqu'on lève la main et l'extension d'épaule lorsqu'on glisse la main derrière son dos. La flexion associe ainsi antépulsion et abduction, alors que l'extension associera rétropulsion et adduction. La scapula s'articule avec la clavicule par l'intermédiaire de la surface claviculaire de l'acromion, on l'a vu tout à l'heure. Elle s'articule aussi avec l'humérus par la cavité glénoïdale. Cette surface est renforcée en son milieu par le tubercule glénoïdal, surmonté par les tubercules sus glénoïdal pour la longue portion du biceps et infraglénoïdal pour la longue portion du triceps. On le voit bien sur ce cliché de scanner, on voit bien les rapports de surface entre la surface humérale qui représente 60 cm² alors que la surface scapulaire représente à peine 18 cm², donc extrêmement incongruente et expliquant la nécessité d'une extension capsulaire qui sera le bourrelet glénoïdien, qui agrandira, vous le voyez en périphérie, la surface glénoïdale afin d'améliorer le contact articulaire. C'est très important d'ailleurs cette notion de coaptation articulaire préalable à tout mouvement. En effet, l'épaule se comporte sous le poids du membre supérieur, toujours un tout petit peu décalé, et au repos, la tête humérale sera spontanément entraînée vers le bas par le poids du membre thoracique et se décalera légèrement vers la partie caudale de la cavité glénoïde. Avant tout mouvement, des muscles coaptateurs de l'épaule devront mettre en rapport normalisé les deux surfaces articulaires, et la moindre tentative de mouvement d'abduction ou d'adduction de l'épaule provoquera la mise en tension des ligaments par l'effet de Kamm, qui stabilisera ainsi l'épaule. Il faut bien se souvenir que la scapula va glisser sur le thorax dans tous les sens de l'espace et surtout lorsqu'elle fera une rotation sur elle-même pour augmenter par exemple l'abduction. C'est ce qu'on appellera le mouvement de sonnette de l'omoplate. Ceci se fait par l'intermédiaire de l'arcisarcose avec bien sûr le serratus majeur et les deux espaces interscapulo-thoraciques dont on a parlé tout à l'heure. Voilà ce mouvement de sonnette de l'omoplate avec son centre de rotation qui permet ainsi d'augmenter ou de diminuer l'abduction ou l'adduction de l'épaule. On voit quelquefois cette omoplate glisser thorax de façon spectaculaire. La clavicule. La clavicule constitue le seul lien entre ceinture scapulaire et squelette thoracique. Elle joue un rôle d'appui et de soutien. Elle est la clé de voûte d'articulation épaule. On parle d'effet de bielle. Elle s'articule latéralement avec l'arrière avec l'acromion, médialement en avant avec le manubrium sternal. Elle est capable d'élévation, d'abaissement, d'antépulsion, de repulsion et de rotation, souvent automatique, et donc de mouvement dans les trois directions de l'espace. Passons maintenant aux bases articulaires. Les bases articulaires mettent en jeu les 5 articulations de l'épaule. Nous allons les voir suivant, les unes derrière les autres. Commençons par l'articulation sternoclaviculaire. C'est l'articulation entre sternum et clavicule, avec une capsule, bien sûr, de type synovial, avec un disque interposé de type ménisque, stabilisé par 3 ligaments. Le ligament sternoclaviculaire antérieur, le ligament sternoclaviculaire postérieur et un ligament supérieur interclaviculaire sur l'incisure jugulaire du sternum, l'ancienne fourchette. Le ligament costoclaviculaire que nous avons vu, étendu de la face caudale de la partie médiale de la clavicule à la première côte, le petit muscle sous-clavier, subclavier, s'étend de la face caudale du tiers moyen de la clavicule à la première côte. Cette articulation sternoclaviculaire est très importante dans la stabilité claviculaire car elle évite le rapprochement ventral des deux épaules et permet ainsi de serrer un objet entre ses mains. En pathologie, il existe des luxations en articulation sternoclaviculaire, luxation antérieure, ainsi visible sur les images à droite,
Luxation antérieure qui existe chez les piliers de rugby et qui peuvent amener des interventions chirurgicales de stabilisation. Passons maintenant à l'articulation acromioclaviculaire. L'articulation acromioclaviculaire met en rapport la surface claviculaire de l'acromion avec l'extrémité latérale de la clavicule. C'est une articulation là encore synoviale, plane, de type arthrodie, avec parfois un ménisque, mais inconstant, interposé. Son interligne est très oblique, en haut, en avant et en dehors. Sa capsule est renforcée par le ligament acromioclaviculaire supérieur, sensible aux entorses, allant de la simple distension à la rupture, pouvant entraîner ce qu'on appellera une luxation acromioclaviculaire très classique dans les matchs de rugby ou dans les épreuves de judo. Il faut savoir que la clavicule est hautement stabilisée par des ligaments coracoclaviculaires médials et surtout latéraux, ligaments trapézoïdes et ligaments conoïdes, ainsi que le ligament coracoclaviculaire interne. Vous voyez sur l'image radiologique une luxation acromioclaviculaire. Passons maintenant à l'articulation. Voici là l'entorse acromioclaviculaire, avec cet effet très connu en clinique de touche de piano, très caractéristique, où on appuie sur l'acromioclaviculaire, ce qui permet d'enfoncer la luxation qui se reproduit immédiatement comme si la touche de piano remontait. Ceci justifiera un strapping à l'élastoplaste pour stabiliser l'ensemble. Voici une radio qui montre bien le décalage des sphincters. Je rappelle que l'entorse est une distension ligamentaire alors que la luxation est une perte de contact des surfaces articulaires. Passons maintenant aux bases articulaires de l'articulation scapulo-humérale proprement dite. C'est l'articulation la plus importante et la plus mobile de l'épaule. C'est une synoviale, bien sûr, sphéroïde de type énarthrose. La cavité glénoïde est agrandie par le bourrelet glénoïdal, on l'a vu, qui intègre à l'intérieur de lui l'insertion du chef long biceps et exclut en position extracapsulaire le long triceps sur le tubercule infraglénoïdal. La capsule est très large, caudale marquée qui se tend en abduction. Elle est renforcée par des ligaments qui sont essentiellement situés en avant. Il n'y a pas de ligament postérieur de l'articulation de l'épaule. Le ligament coraco-huméral se termine par deux faisceaux en V à la partie crâniale du tubercule majeur et sur la face crâniale du tubercule mineur. Les ligaments coraco-huméraux déterminent avec le ligament gléno-huméral supérieur un espace où passera la bourse séreuse subdeltoïdienne. Il faut savoir que le tendon du long biceps qui passe par-dessus la capsule peut être intégré à celle-ci, mais est toujours entouré d'une gaine synoviale, ce qui fait qu'on peut dire que le ligament de la longue portion du biceps est intracapsulaire, mais toujours intrasynovial. Voici ces ligaments, ainsi schématisés de façon simple. Ligament coraco-huméral, gléno-huméral supérieur, gléno-huméral moyen et gléno-huméral inférieur, ou caudal. Ce sont de simples renforts capsulaires intimement unis à la capsule. Il faut savoir qu'ils déterminent des espaces, nous l'avons dit. Premier espace entre gléno-huméral supérieur et coraco-huméral pour la bourse séreuse subdeltoïdienne. Deuxième espace entre supérieur et moyen qui est le foramen ovale de Weisbrecht, où on localise classiquement la luxation antéro-interne de l'épaule, et bien sûr le foramen triangulaire de Rouvière et l'inférieur. Des petits muscles périarticulaires renforcent la capsule. Ce sont les musclo-apteurs de l'épaule. Sur une vue latérale de la scapula, on peut mettre en évidence parfaitement la cavité glénoïde, bien sûr, le manchon capsulaire qui intègre la longue portion du biceps, souvenez-vous, intracapsulaire mais extrasynovial, alors que le long triceps, lui, sera extracapsulaire, toujours. Les petits muscles, comme le supra-épineux, avec la bourse séreuse subdeltoïdienne, le muscle subscapulaire, le muscle infra-épineux, le muscle petit rond, et en haut, le ligament acromiocoracoïdien qui vient border le petit muscle supra-épineux. On peut dire que les muscles périarticulaires, les 6 muscles périarticulaires que sont les deux tendons des longues portions, plus le subscapulaire, le sus-épineux, l'infra-épineux et le petit rond, sont des muscles coapteurs de l'épaule qui participent à la mise en pression préalable à tout mouvement d'une articulation scapulo-humérale. La coiffe des rotateurs latéraux
associe ainsi le muscle supraépineux, le muscle infraépineux, le muscle petit rond. Les ruptures des muscles à coiffe des rotateurs touchent essentiellement le tendon du muscle supraépineux. On voit là la compression du plexus brachial et de l'artère axillaire par une luxation antéro-interne de l'épaule, qui peut s'associer d'ailleurs à une fracture du col chirurgical de l'humérus ou du col anatomique chez des personnes âgées au squelette osteoporose. Voici les muscles à coiffe des rotateurs, dont il faut imaginer que celui qui se rompt est le susépineux. Le supraépineux voit son tendon se désinsérer ou se déchirer, et les ligaments ventraux gléno-huméraux sont passifs et fragiles. Ils limiteront la rotation latérale, mais n'empêchent pas en cas de traumatisme important une luxation ventromédiale de la tête humérale. La quatrième articulation de l'épaule est l'articulation scapulo-thoracique. Nous en avons parlé déjà ensemble plusieurs fois. Elle est en rapport avec le muscle grand dentelé ou serratus major, qui détermine deux espaces, l'un au-dessus, l'autre en dedans de lui, espace intercérato-scapulaire et intercérato-thoracique, qui permettront le déplacement de l'omoplate sur le grille thoracique. Les déplacements scapulaires pourront se faire dans tous les sens de l'espace et même surtout en rotation, ce qu'on appelait les mouvements de sonnette de l'omoplate. La paralysie du muscle grand dentelé ou dentelé antérieur par atteinte du nerf thoracique long entraînera ce qu'on appellera une pathologie qui décolle l'omoplate du thorax chez les gens hypo, ce qu'on appellera une omoplate en aile, ce qu'on appellera une scapula ala. Voici un exemple. Et en dernier lieu, la cinquième articulation de l'épaule sera la bourse séreuse subdeltoïdienne, véritable articulation complémentaire qui permet le glissement du deltoïde sur l'articulation scapulo-humérale. La bourse séreuse subdeltoïdienne est une expansion de la membrane synoviale de l'articulation scapulo-humérale sous le muscle deltoïde. Elle réalise un véritable plan de glissement par ses feuillets superficiels et profonds, séparés par le liquide synovial. L'inflammation de cette bourse séreuse, qui est une bursite, se nomme périarthrite scapulo-humérale et est caractérisée par une gêne à l'abduction de l'épaule, très connue, très fréquente. Étudions maintenant la mobilité de l'épaule. D'abord et avant toute chose, il faut bien admettre l'idée que tout mouvement de l'épaule se développe en 4 temps. Le premier temps est la coaptation. En position de repos, le poids du membre décale la tête humérale vers le bas. La coaptation est le mouvement qui consiste à rapprocher deux surfaces articulaires à la même hauteur, de façon à préparer le mouvement. C'est la coaptation de l'épaule. Le deuxième temps est la mise en mouvement de l'articulation scapulo-humérale, qui on verra se limite assez vite et qui fait très vite intervenir un troisième temps de déplacement de l'omoplate sur le grille thoracique, en sachant que le quatrième temps est le déplacement du rachis. Commençons par l'abduction de l'épaule. L'abduction est le mouvement qui écarte le bras de l'axe du corps dans le plan frontal et éloigne la main du corps. L'abduction se déroule en fait en 4 temps. Le premier temps se passe de 0 à 10 degrés au niveau de l'articulation scapulo-humérale et se fait par un muscle starter qu'on appelle le supraépineux, certes faible, mais dont l'action permet d'écarter légèrement l'humérus, donnant alors au muscle deltoïde toute son expression de force. Lorsque le muscle deltoïde va se contracter, il va amener le bras jusqu'à 90 degrés horizontal, car le tubercule majeur viendra buter contre l'acromion. À 90 degrés, l'articulation scapulo-humérale ne peut plus monter et nous sommes tous limités à 90 degrés d'abduction. Or, vous savez que nous pouvons monter le bras et ce par rotation de l'omoplate, par ce fameux mouvement de sonnette de l'omoplate dans l'articulation intercérato-thoracique. Nous pourrons passer ainsi de 90 à en rotation latérale de la scapula, qui permettra d'obtenir les 150 degrés possibles, tels que vous le voyez ici.
Enfin, vous le savez, nous pouvons monter le bras à la verticale et de 150 à 180 degrés, nous faisons le millième temps habituel de l'épaule en rotation latérale de la scapula, qui permettra d'obtenir les 150 degrés possibles, tels que vous le voyez ici. Enfin, vous le savez, nous pouvons monter le bras à la verticale et de 150 à 180 degrés, nous faisons le millième temps habituel de l'épaule, du rachis, et c'est l'inclinaison latérale du rachis qui permettra de monter à 180 degrés pour atteindre le maximum, ce qui dépendra de la souplesse du. Passons maintenant à l'adduction de l'épaule. L'adduction de l'épaule consiste à ramener le bras vers le dedans. Elle est bien évidemment nulle. Attends, comment on recule à la diapo d'avant? L'adduction de l'épaule est en fait impossible, sauf en position d'antépulsion et de rétropulsion. L'amplitude en est de 10 à 20 degrés, faisant intervenir l'articulation scapulo-thoracique dans un second temps. Elle peut aller jusqu'à 40 degrés d'amplitude, et en poussant même avec le rachis jusqu'à 80 degrés. La hiérarchie musculaire est habituelle, faisant intervenir, vous l'avez vu, le chef long du long triceps, le muscle grand rond, le muscle grand dorsal, le muscle chef court du biceps brachial et les faisceaux ventraux et dorsaux du muscle deltoïde. Les nerfs de l'adduction sont multiples. L'adduction est un muscle puissant des épaules qui permet de serrer un objet entre ses mains ou de ramener vers soi un élément extérieur, et il donne tout son rôle à la clavicule. L'antépulsion de l'épaule. L'antépulsion de l'épaule consiste à porter la main en avant, et elle amène en fait tout le bras en avant de l'axe du corps dans un plan sagittal. L'antépulsion de l'épaule évolue là encore en 3 temps, que vous devinez parfaitement. Les premiers 60 degrés, c'est l'articulation scapulo-humérale, ensuite c'est l'articulation scapulo-thoracique à 120, et le rachis jusqu'à 180. Les muscles qui interviennent seront les faisceaux ventraux, le grand pectoral, le coracobrachial, et bien sûr le dentelé antérieur. La rétropulsion. La rétropulsion est un mouvement qui pousse le bras en arrière de l'axe du corps dans le plan sagittal, qui évolue là encore en 3 temps. Sur le plan de l'ASH 40 degrés, la scapulo-thoracique 60 et du rachis jusqu'à 90, jusqu'à 80-90 degrés, en se penchant en avant en flexion lombaire. La hiérarchie musculaire se fait par ordre décroissant, grand rond, grand dorsal, long triceps et deltoïde par ses faisceaux dorsaux. Par ce qu'on appellera les rotations décroissantes. La rotation médiale est impossible, car le coude fléchi à angle droit, elle porte la main en dedans de l'axe de l'humérus dans un plan horizontal et vient buter contre le tronc. Mais il est important de noter que la main peut franchir ou traverser le corps, passer en arrière de celui-ci. En termes d'amplitude, elle évolue en 2 temps, de 0 à 80 par l'articulation scapulo-humérale et de 80 à 120 degrés en passant derrière le thorax, en faisant glisser en avant la scapula par le grand petit et le grand pectoral. Les muscles qui interviennent seront donc par ordre décroissant. Le muscle subscapulaire, le petit pectoral, le coracobrachial, les faisceaux ventraux du deltoïde, le muscle grand rond et le muscle grand dorsal. La totalité des mouvements de l'épaule réalisera ce qu'on appelle la circonduction, qui sera la synthèse de tous les mouvements associés en même temps. Réalisera un cône de circonduction, où apparaîtra d'ailleurs de façon intéressante un paradoxe, qui est le paradoxe dit de Codman, où vous démarrez le petit doigt sur la couture du pantalon, réalisez un grand cercle de circonduction et vous revenez à l'envers avec le pouce sur la couture du pantalon.
Cette rotation automatique est inévitable. Les positions de l'épaule. La position de référence est, comme vous le savez, en supination, le petit doigt sur la couture du pantalon. Qui arrive aux urgences, porte son membre supérieur opposé avec sa main valide, le coude fléchi contre le corps. L'immobilisation se fait en général par le coude au corps avec une sorte de bandage. Le coude étant en flexion à 90 degrés, la main sur l'abdomen. Ce bandage est enlevé très précocement vers le 10e-15e jour pour une rééducation active. Il ne faut pas immobiliser une épaule qui s'enraidit très rapidement. En fait, quelquefois, nous verrons des positions d'immobilisation idéales, telle la telle de Dujarrier, avec une abduction de 60 degrés, une antépulsion de 40 et une rotation médiale de 20, qui est la position qui évitera au mieux l'enraidissement articulaire, mais est extrêmement gênante. De noter que pour étudier une épaule, il faut bloquer souvent l'omoplate pour que le patient ne triche pas avec son articulation scapulo-thoracique en coinçant la pointe de l'omoplate dans le dos. Étudions maintenant les pathologies de l'épaule. D'abord les pathologies des bases osseuses, puis les pathologies des bases articulaires, les pathologies des bases musculaires et les bases nerveuses. Sur le plan osseux, l'épaule est connue par les fractures de la clavicule qui sont les fractures les plus fréquentes, qui tiennent généralement au tiers moyen, entraînant une chute du moyen de l'épaule en bas et en avant. Ces fractures peuvent d'ailleurs entraîner des lésions du plexus brachial et du pédicule sous-clavier. Elles seront traitées par un bandage en 8 dorsal qui tire l'épaule en haut et en arrière pendant 3 semaines. Ici, il y a aussi l'extrémité supérieure de l'épaule chez les gens âgés, avec fracture par exemple du col chirurgical qui peuvent s'associer à des luxations de l'épaule. Sur le plan des bases articulaires, les entorses de l'épaule surviennent sur les mouvements forcés. Les luxations seront très fréquentes et en général antéro-interne ou ventromédiale. La luxation dorsale sera beaucoup plus rare et passera inaperçue. L'incidence radiologique de profil est donc capitale pour la démasquer. Dans les ruptures, la rupture de la longue portion du biceps est tout à fait classique et connue lors d'un effort musculaire. Le biceps se rétracte sur lui-même dans le bras, ceci est parfaitement cliniquement palpable. Facile. Voici une image de fracture-luxation de l'épaule associant une luxation antéro-ventromédiale de l'épaule avec une fracture de l'extrémité supérieure ou de la diaphyse. Sur le plan des bases musculaires, encore une fois, les ruptures de la coiffe des rotateurs latéraux, en particulier du supra-épineux, c'est une pathologie extrêmement fréquente qui va gêner l'abduction de l'épaule, qui peut invalider. La périarthrite scapulo-humérale est une inflammation de la bourse séreuse sous-deltoïdienne, avec quelquefois des calcifications internes, une sensation de petits cailloux se déplaçant sous l'épaule et entraînant des crissements ou des craquements à la mobilité de celle-ci. Elle entraînera une limitation de l'abduction de l'épaule. Sur le plan des bases nerveuses, nous pouvons parler de l'atteinte du plexus brachial avec une atteinte en C5-C6, paralysie de Duchenne-Herbe, où l'épaule est paralysée avec respect de la main. En C7, la paralysie de Rémac, où la main et l'épaule sont fonctionnelles, mais le triceps brachial est paralysé par atteinte des nerfs radial et médian. Et en C8-D1, la paralysie de Dejerine-Klumke, où l'épaule est normale et la main paralysée. Une atteinte particulière est l'atteinte du nerf suprascapulaire. C'est un syndrome canalaire au niveau de l'incisure scapulaire ou l'échancrure coracoïdienne qui est fermé par ce petit ligament supérieur de la scapula dit coracoïdien. Le nerf se coince, il gonfle d'un œdème qui lui-même augmente le syndrome canalaire dans un cercle vicieux qu'il faut absolument briser, qui entraînera une amyotrophie des muscles postérieurs, supra- et infraépineux, et donc une gêne au starter de l'abduction. Comment conclure ?